Bah oui, être premier, il y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Vous écoutez cet épisode 48 et de l'autre côté du poste, j'ai mon ami Stéphane Boulet alias Plugin Baby et je serai très gentil avec lui parce qu'il vient me chercher demain à la gare. Hello papa, comment ça va? T'as vu ça avec des moyens de pression? C'est fou ce qu'on obtient. C'est ah ouais, alors là, je suis prêt à te donner au moins une des dopes que t'aimes bien, là, les Requiem for a Dream. Oh, bah il a augmenté d'une place. Non, je déconne. Je déconne. Ce qui est gravé est gravé. Ce qui est gravé est gravé. Mais ce qui n'est pas encore gravé est aggravé. Il y a peut-être des choses à négocier. Je ne sais pas. Je connais pas le programme. Oui, c'est ça. Rappelons-le, les gens nous envoient des listes et nous, on prend les films de ces listes et on les classe dans une master list. Au cas où c'est votre premier épisode, on les classe dans une master list pour ensuite obtenir la liste ultime. Voilà, ni plus ni moins, en toute simplicité, toute sobriété, la liste ultime gravée dans le marbre. Et on sait qu'elle va vous être utile parce que vous serez en voyage chez vos parents, il y a les oncles un peu bourrés, tout ça, ils vont vous dire « Ah, le meilleur film de tous les temps, gna 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 ». Non, vous prenez la liste ultime, vous dites « Ah, non. Le sens de la vie, il est moins bien que Ferris Bueller. » Et hop, ça y est, c'est voilà. Indéniable. Voilà. On met fin au débat, et voilà, et c'est mieux pour tout le monde. Voilà, il n'y a plus de questions à se poser, on est là pour ça. Et c'est officiel, hein, enfin voilà. Ah, c'est reconnu. C'est reconnu. Hein, mais... D'utilité publique. Oui, voilà. Le seul truc qui nous manque, c'est les financements d'État. C'est ça. Mais bientôt, on a déposé un dossier à l'ONU, c'est en bonne voie. Hein. Qu'est-ce qu'on est bête. On est un peu euphorique parce qu'on est bientôt en vacances tous les deux. On sort d'une grosse période de... Bah, toi à l'école, la fin d'année. Moi, j'avais la sortie d'un bouquin, la sortie de La Légende Dragon Quest. Donc, on est euphorisant. Et en plus, à l'heure où vous écrivez, mon article sur les comédies françaises est disponible. Oui. Et comme vous le savez peut-être, comme chaque année, tu as eu la gentillesse de participer avec un featuring de vidéo, puisqu'on entend Christian Clavier, quoi. C'est ça, j'ai fait un peu le best-of de Christian Clavier en 2017. Voilà. Tu sais quoi, je pense que je vais peut-être le mettre en mix de fin. 2 épisodes d'affilée du Christian Clavier. Parce qu'on vous aime, il n'y a pas de raison. Les gens vont devenir complètement fous. Faudrait faire un making-of de tous ces trucs. Donc, Stéphane Boulet alias Plugin Baby, je suis Daniel Andreev, Camille Robotics, épisode 48. Pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, 3 films par liste. Un titre, c'est toujours plus cool, et vous nous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. On a un stock de listes quand même conséquent, mais parfois il y a des moments où je me dis tiens, je ferais bien ce film et je le trouve pas, c'est assez bizarre, donc parfois je retourne vraiment très très loin dans ce que les gens nous ont soumis comme liste. Et puis alors, et si on se faisait un petit rappel, tu nous fais un rundown pendant que je suis en train de préparer les listes, parce qu'en fait c'est presque un enregistrement surprise. Je pense que ça va être un mini-zode d'1 heure à peine, hein. Voilà, tranquillement, comptez sur moi, on va faire ça synthétique, hein, vous connaissez, vous avez l'habitude maintenant. Donc oui, le récapitulatif, numéro 1 Robocop, numéro 2 Piège de cristal, numéro 3 Akira, numéro 4 Blade Runner, numéro 5, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Numéro 6, Abyss. Ensuite, The Thing. Il était une fois en Amérique, qui est quand même venu briser quasiment 40 épisodes sans mouvement dans le top 10 des années 80. Donc voilà, entrée fracassante de Sergio Leone. Full Metal Jacket et Back to the Future pour clore le top 10. C'est plutôt cool quand même. C'est plutôt cool, je pense que si tu débarques à Noël avec les Blu-ray de chacun de ces films-là, tu fais des heureux. Et de l'autre côté, écoute, vas-y, lance-toi, t'es chaud bouillant. Comme ça me permet de mieux préparer encore ma liste pendant Exactement, c'est ça, je temporise. Alors, nous allons parler du Big Bang. Alors, au commencement... donc du coup, on va peut-être pas faire les 10 derniers, mais on va faire en tout cas les 5 derniers. Puisqu'il y a eu une nouvelle entrée quand même. Il y a eu une nouvelle entrée, donc on commence à la 130e place avec Legends. Donc quand même, Ridley Scott qui fait l'exploit d'être à la fois dans le top 5 et dans le bottom 5.
C'est rare. C'est rare, voilà. rare d'avoir un tel delta, mais Voilà. on aime bien ces réalisateurs qui arrivent. C'est quand même un petit miracle à chaque fois. Mais oui, mais en même temps, ça prouve, j'ai envie de dire, l'élasticité du talent artistique, quelque part, tu vois. Ah bah c'est clair. Donc en dessous, on a Cobra, en dessous, on a Kamikaze, en dessous, on a Cyborg, et donc, à la 134e place, donc l'avant-dernière, 3 hommes à coup qui a déboulé, voilà, qui On a eu très peu de protestations pour Troisième Orgueil. Il y a quand même des gens qui nous ont dit quand même, c'est un film où ils font passer de la drogue dans les couches de l'enfant. On aurait pu être tolérant à ce petit détail. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et ne leur jetons pas la pierre, qui ne l'a pas fait. Voilà, j'ai envie de dire, voilà. Toi-même, en contact avec le corps enseignant. Bah oui, voilà, mes élèves, faut bien qu'à un moment donné, ils servent à quelque chose. Hein, Voilà. Et puis le dernier, quand même, toujours bon dernier. Beaucoup de cinéma français dans cette queue de peloton, avec Le Passage, Alain Delon, face aux affres de la création. Un classico, on va dire. Ah bah oui, mais un grand classique. Hein. Bah écoute, commençons. Parce que je sais que t'étais prêt. Ouais, j'étais prêt dans le ventre de ma mère. Ah putain, 1 euro dans la cagnotte. C'est vrai, on va faire un autolitchi, tu sais, qu'on va alimenter comme ça. Oh, tout seul, tous les deux. Comme des grands. Alors, on va commencer par une liste un peu spéciale. En fait, je me suis dit, elle est de saison. Et c'est un film qui a été très, très, très peu proposé, alors que c'est quand même le film de ma génération. Vraiment, genre, quand j'étais en... C'est un film que j'ai vu au cinéma. Mais tu vas voir tout de suite la liste. C'est une liste qui nous est envoyée par Mathieu Corpet. Merci Mathieu pour ta liste déjà. Et c'est une liste qu'ils ont envoyée il y a super longtemps, hein, j'ai fouillé. C'est une liste qui s'appelle List 80s Have Fun Storming the Castle. D'accord. Et à chaque fois, c'est donc il y a un château à la fin. Et alors, évidemment, dans la liste, il y a Dark Crystal. Voilà, dont on a parlé. À l'épisode dernier en plus. Et en plus 96e. Il y a Princess Bride. Dont on a parlé aussi. Dont on a parlé 91e et dont je parle aussi dans mon article sur les comédies françaises, puisque les nouvelles aventures de Cendrillon repompent un peu le système. D'accord, ok. Toujours des bonnes idées à Mais est-ce qu'il y a Inigo Montoya? Non, il n'y a pas Inigo Montoya. Il n'y a pas Inigo Montoya. Il y a Didier Bourdon. Ah, Didier Bourdon. Et c'est le meilleur du film, crois-moi. Et alors là, maintenant, le 3e film, et c'est un film il n'y a que 2 occurrences sur les milliers ça m'a halluciné. En fait, il y a un seul mec qui nous l'a proposé. Attends, t'es en train de me dire, t'as choisi un film, en fait, dont personne ne veut qu'on parle, c'est ça? Ah oui, alors quand je vais te dire le titre, tu vas flipper. L'autre, alors tu sais quoi, je vais le citer. L'autre gars qui nous l'a proposé, c'est un mec qui s'appelle JC. Son mail c'était Serial Punk et il nous l'a envoyé en mai 2016, donc genre au tout début de l'émission quoi. C'est ça, un early adopter. Voilà, et je suis surpris que personne nous ait envoyé, à part Mathieu et JC, donc ce film. Et ce film, c'est Le Retour du Jedi, Star Wars épisode 6. Attends, tu te fous de ma... C'est-à-dire qu'il y en a que 2 qui ont envoyé Le Retour du Jedi. C'est quoi ? On a eu 80 millions d'incorruptibles. on a eu des milliards de Ciao Panta. On a eu beaucoup de trucs. Et alors, il y a que deux mecs que je cite, je me permets de les citer, qui nous ont filé Star Wars épisode 6. Quoi. Le Retour du Jedi. Je bois à votre santé, les gars. Bah, en même temps, je pense que ça reflète aussi un peu, il n'y a pas beaucoup de monde qui a dû voir ce film-là. Je pense que ça va être une découverte pour beaucoup de gens. C'est aussi à ça qu'on sert, faire découvrir des petits films dont vous n'avez jamais entendu parler. Jamais. Et alors, le truc rigolo, c'est que j'ai vu beaucoup de gens poster du coup leur top remis à jour, évidemment, puisqu'ils ont intégré épisode 8. Oui. Excusez-moi, on a un hater et un lover à Voilà, bord. exactement, Voilà. C'est ça. La parité, alors, si vous voulez avoir notre avis sur Star Wars, on l'a déjà exposé, voilà. Dans After 8, numéro 51, exactement. Qui est disponible depuis une semaine. Donc on va pas revenir sur l'épisode 8, mais sur Star Wars épisode 6, qui baisse à chaque fois un peu plus dans le classement alors que c'est un film adorable. Bah oui, mais moi aussi, il baisse indéniablement parce que je pense que c'est la meilleure façon de découvrir l'épisode 6, c'est de le voir à 7-8 ans, quoi. À 7-8 ans, le moment où tu te rends pas compte que les nounours débiles qui renversent l'Empire tout seuls, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner, quoi. Je l'ai vu à 7-8 ans. En plus, c'est vraiment le film, je l'ai vu en salle à l'époque. Et ça m'a marqué, quoi. J'ai adoré. Ah non, bien sûr. Ouais.
Non, mais Épisode, je l'avais dit à l'époque quand on a fait l'Empire contre-attaque, épisode 5, j'ai découvert en disque vinyle avec le bruit de R2D2 qui fait à chaque fois que tu dois tourner la page. La page, oui, bien sûr. C'est comme ça que et c'est les meilleures conditions pour le moi aussi, j'avais les vinyles de Star Wars à la maison. Mais donc oui, l'épisode 6, en fait, enfin, remettons un peu dans le contexte. Donc c'est la fin de la première trilogie. Hein. Il n'y a eu que 2 trilogies, celle qui est actuellement en cours et celle de l'époque. Il n'y a rien eu entre les deux. Star Wars, et faut dire aussi que voilà, c'est pour les... Et c'est quoi, c'est ça qui est le plus pratique avec Star Wars, c'est que tu peux dire on fait comme si ça n'a pas existé. Voilà. nous fermons à la force, tu sais. Mais tu sais quoi, j'ai lu un article génial il y a pas si longtemps sur Vulture sur la réhabilitation des midi-chloriens, et genre on va essayer de penser, de réfléchir au fait que ça a eu un sens, et essayer de voir si ça peut pas avoir un sens. Et c'est un article assez hilarant puisque ça essaye de sauver l'insauvable, en fait. Oui, c'est ça, voilà. Mais en même temps, voilà, ça fait partie des charmes de Star Wars aussi. C'est Star Wars, c'est qu'au bout d'un moment, quand t'as un truc qui te plaît pas, tu fais comme si ça n'a pas existé. Et voilà. Le problème, c'est que les gens ont fait ça un peu avec l'épisode Retour du Jedi. Voilà, non mais c'est ça. En plus, pour le coup, ça tombe pile le jour où j'ai écrit ma critique papier sur l'épisode 8. Que je vous invite à lire si ça vous intéresse, en sachant que évidemment je divulgage comme un gros porc. Et tu l'as écrit pour qui, pour où ? Pour Au Sens Critique, tout simplement. Pour moi. Voilà, où justement je me servais à chaque fois de l'exemple du Retour de Jedi en disant qu'il y a plein de trucs qui choquent aujourd'hui dans l'épisode 8, qui étaient en fait déjà présents dans le Retour de Jedi, et que tout le monde a fermé les yeux, moi le premier, et que au bout d'un moment, voilà, Star Wars, faut un peu remettre les choses dans le contexte. Ça a toujours été... Ça n'a jamais été que, entre guillemets, des blockbusters, ça a été conçu pour ça, et c'est leur qualité. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu te mets à idéaliser la chose et à trouver des qualités là où c'est un défaut, c'est que il y a quand même un problème. Donc oui, l'épisode 6, c'est un épisode que tu regardes quand t'es môme, parce que faut dire ce qui est la bataille spatiale finale autour de la 2e étoile de la mort. C'était la séquence de bataille spatiale la plus époustouflante du cinéma à l'époque. Enfin, je veux dire, en termes de mise en scène, de dynamisme, de nombre de vaisseaux, sans même reparler du fait qu'ils les ont triplés lors de leur sortie en 97. Enfin, c'était le cran au-dessus encore de ce qu'on avait vu, et t'avais plein de séquences comme ça qui genre t'attrapaient et voilà, te laissaient quoi directement. Et Star Wars, ça a toujours été ça, ça a toujours été à un moment donné la séquence qui va te faire oublier que oui, y a des trucs autour qui fonctionnent quand même vachement moins bien, quoi. On va être obligé un peu de spoiler l'épisode 7, du coup, il se passe un truc, c'est qu'il y a plusieurs choses qui ont été modifiées sur le film final, c'est-à-dire normalement Han Solo devait crever. Oui, voilà, oui, Han Solo voulait crever, et il a mis littéralement 30 ans 30 ans avant de mourir. Et ça se voit qu'il voulait qu'on le tue, hein. Il voulait mettre du gravitas dans son rôle, et c'est pas la seule chose d'ailleurs modifiée, puisque rien que le titre, ça devait s'appeler Revenge of a Jedi. Voilà, et Revenge, c'était un peu trop vindicatif pour un Jedi. Justement, si Revenge, justement, c'est qu'il s'abandonne au côté obscur. Je trouve que j'adore toute l'intro, le setup d'intro en fait de ce film. Je trouve que quand ils sont sur leur esquif, comme on dit, comme ils disaient dans mon vinyle, le frêle esquif au-dessus du désert. Et si je parle de Retour de Jedi, je parle que comme ce vinyle, hein, je peux t'assurer. Le fait que Luke arrive et presque se rende, mais en même temps qu'il avait donné son sabre laser à R2, je trouve ça vraiment très très malin. Je trouve que c'est un super plan en fait, c'est un plan foireux, génial en fait. Et qui est un peu à l'image, vraiment, c'est le truc le plus proche de Star Wars épisode 4 pour moi, de tous les plans qu'ils ont fait, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, c'est un peu le credo Star Wars, c'est-à-dire les plans foireux qui fonctionnent, quoi. les plans foireux géniaux. Oui, puis non, cette scène-là, puis comme dit, la scène de fin aussi est très réussie. Mais après, Star Wars épisode 6, c'était aussi, quand tu regardes bien, un peu l'espèce d'aveu d'échec de George Lucas, c'est-à-dire que dans l'épisode 5, en fait, quand il a sorti l'épisode 4, Dark Vador ne devait pas être le père de Luke Skywalker, en fait. Non, c'est un truc qui a été improvisé. Ça arrivait plus tard, en fait. Ça arrivait plus tard quand ils ont commencé à parler de la suite, et même en fait au moment où ils ont lancé le projet de l'Empire contre-attaque, devait même pas y avoir de préquel, en fait. C'est uniquement quand ils ont commencé à avancer dans le truc qu'ils ont commencé à émerger l'idée que peut-être. Enfin bref. Normalement, dans la version enregistrée, donc avec James Earl Jones,
il lui dit, c'est Obi-Wan qui a tué ton C'est, père. c'est bien, voilà, exactement. Et c'est là, il fait non. Enfin, non, et il se jette. Et alors, le problème, c'est que ce film est plus très frais dans nos têtes, puisque la version originelle a été escamotée par Lucas lui-même, et il a rajouté des non, et qui sont beaucoup, qui enlèvent beaucoup de force à chaque fois qu'il a pris une décision lui-même. De revenir sur son film, ça a toujours été foireux. Oui. Il rajoute Oui, des d'une noms, manière générale, oui. et le moment où il se jetait et que il a rajouté le nom, on aurait dit qu'il glisse quoi. Non, c'est à chaque fois très 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 décevant. En fait. Voilà, mais là où je voulais en venir justement avec tout ça, c'est que tu le sens vraiment dans le Retour de Jedi, c'est-à-dire genre, oh au fait, Leia, tu sais pas, j'ai essayé de te pécho, mais je suis ton frère. Ah cool. Maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Bah je sais pas, on va faire autre chose. C'est genre. Bah il y a plein de ça c'est des choses évidentes que par rapport à ce qui avait été pas prévu au début, et ensuite n'oublions pas que Darth Vader il torture sa fille avec une espèce de machine qui implante des aiguilles, voilà, sans jamais comprendre que c'est elle, comment. Non mais ça voilà, c'est là, enfin c'est un peu un parallèle que moi à chaque fois j'ai toujours fait avec Halloween 2. Parce qu'en fait Halloween 2 c'est pareil, c'est que en fait c'est dans ce film là qu'on introduit l'idée que Michael Myers c'est le frère de Laurie Strode, donc le personnage de Jamie Lee Curtis, chose qui était complètement absent du premier film, et surtout qui était complètement absent de la tête de John Carpenter quand il a fait le premier film, et quand il a fait la suite, il a eu la pire idée de toute la saga, c'est-à-dire de faire un lien de filiation pour donner une motivation à son méchant, et après ils sont restés bloqués là-dessus, et là c'est pareil, c'est-à-dire que Léa qui devient la sœur de Luke en 3 coups de cuillère à peau, et en plus pour le coup ça n'apporte vraiment rien au récit. C'est-à-dire que tout juste à un moment donné, Léa elle sent que Luke est en vie à la fin, mais voilà, c'est un truc qui n'apporte rien, et même d'un point de vue de la relation des personnages, finalement ça évolue pas plus que ça, parce que finalement elle avait déjà choisi Anne, c'est vraiment le truc qui sert à rien, c'est juste dire ah bah tiens il y a un Skywalker, on passe à autre chose, voilà. Et t'as plein de petits trucs comme ça qui sont glissés dans le film et qui montrent que bon bah les mecs globalement ils savaient pas trop quoi faire, et puis ils se sont dit ah bah tiens ce serait cool d'avoir un autre Skywalker, peut-être qu'ils voulaient revendre des jouets de Leia avec un sabre laser derrière ou quoi que ce soit, mais alors ils voulaient surtout vendre des jouets, donc tu l'as dit au tout début, c'est les Ewoks. Voilà, les Ewoks, non mais c'est les Ewoks qui ont alors surtout que lui il a laissé Kasdan vraiment écrire le scénario, mais George Lucas il a insisté pour mettre les Ewoks, et c'était vraiment son input quoi. Voilà, mais c'était ça aussi on avait parlé sur l'Empire contre-attaque que à chaque fois que George Lucas revenait pour rajouter des trucs sur le travail des autres, c'était à chaque fois peut-être les moins bonnes décisions qui étaient prises. Mais du coup oui, les Ewoks, alors l'histoire veut qu'à la base ils voulaient des Wookiees. Sauf que a priori il l'avait déjà fait. Sauf qu'il l'a déjà fait, et puis surtout trouver 200 géants à Hollywood c'est plus compliqué que de trouver 200 nains. Donc ça c'est apparemment goupillé comme ça c'est la légende qui veut ça, mais l'idée c'est qu'effectivement tu te retrouves avec des putains de peluches qui occupent littéralement la moitié du film, et qui en plus, contrairement aux comment ils appellent ça, c'est les progs ou les porgs ou dans le 8, les porgs dans le 8, c'est des machins, si tu le retires du film, le film n'a plus aucun sens et la rébellion crève. Tu vois, genre on fait tout un scandale sur les porgs, mais en fait les porgs tu les retires de l'épisode 8, ça change rien au film, donc finalement ils n'ont aucune incidence. Voilà, c'est ça. Alors la seule incidence c'est le fait que Chewbacca devienne végétarien ou pas. Voilà, c'est que Chewbacca devient vegan. Mais sinon voilà, là les Ewoks tu les retires, et tout le film s'effondre, et donc baser tout ton film sur des personnages qui font oui, comme ça, effectivement c'est super drôle à 8 ans, moi j'étais à fond dedans, puis quand tu le vois plus tard tu fais c'est long quand même les gars là, et ça fout un peu par terre tout le côté justement tout le côté grandiose de la rébellion, du grand combat, et puis même l'Empire, ok il suffit de leur ces 3 cailloux sur la tête pour défaire toute la machine de guerre de l'Empire, si on l'avait su on l'aurait fait plus tôt quoi. Et ouais, le problème c'est vraiment ces Ewoks, parce que du coup ça veut dire un peu que d'abord que le monde est sauvé et par ces petits nounours et par la puissance de la religion, puisque n'oublions pas Luke et ses copains ne sont pas mangés par les Ewoks qui sont, rappelons-le, anthropophages. Ils ne sont pas mangés parce que par la peur de la religion. Déité, voilà, la déité C3PO. Voilà. Comme quoi, ça a une utilité finalement. Oui, comme quoi, au bout du compte, on a trouvé une utilité à tout ceci. Donc finalement. Oui, et le fait, et du coup,
me freak out un petit peu, quoi. Non mais voilà, mais ça devient, enfin, au fil des années, ça devient vraiment un élément de plus en plus problématique chaque fois que tu le regardais. Et c'est con parce que à côté de ça, comme dit, il y a une bataille spatiale qui est grandiose. Et d'ailleurs, pour le coup, moi, mon passage musical préféré de toute la saga Star Wars, il se trouve dans le retour du Jedi. C'est-à-dire que c'est le moment où t'as Lando Calrissian qui s'approche de l'étoile de la mort avec l'escadrille rebelle. C'est le thème musical à ce moment précis et le moment où la bataille s'engage, quand il comprend que c'est trop tard et que la bataille s'engage, je trouve que c'est le moment le plus extraordinaire musicalement de tout Star Wars, quoi. Donc moi il y a celui-là et genre à chaque fois que je rentre dans une barre, il faut que tu saches qu'il y a ça qui tourne dans ma tête, hein. Voilà, donc t'as des moments forts comme ça. C'est comme la poursuite de Speeder en forêt, qui pour le coup en fait est pas improvisé, mais en fait est tourné vraiment à l'arrache, quoi. À l'arrache, avec 3 francs 6 sous, avec un steadicam et à haute vitesse, et ça rend super bien. Voilà, t'as des purs même le désert, hein, c'était un peu, ils avaient l'air un peu à l'arrache et tout. Quand tu regardes bien la chorégraphie des combats pendant le désert, tu vois qu'ils étaient bien à l'arrache quand même, hein. Les coups qui passent à 10 km. Boba Fett, Luke qui est vraiment, Boba il est Fett, complètement mais quel à l'ouest, tocard. Ouais. Boba Fett, mais quel putain de tocard, quoi. Quel personnage de merde. Et du coup, c'est quand même un film qui, malgré le fait que plein de gens maintenant lui chient dessus, il y a quand même beaucoup de choses iconiques. On parle de Leia, on parle du bikini doré, Luke et son costume noir. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont restées dans la culture populaire. Et puis il y a Boba Fett qui a un rôle vraiment intéressant dans celui-là. Oui, et je tiens à dire qu'il se fait tuer quand même par Han Solo. On le voit pas, voit pas mourir. Non mais ça c'est les conneries de l'univers étendu, parce qu'à un moment donné non mais ça c'est un truc qui m'a toujours rendu fou. Si tu regardes le film, le mec déjà, sa première apparition c'est Star Wars Holiday Special, donc ça pose déjà le personnage. Ensuite il arrive, c'est même pas lui qui capture Han Solo, tout ce qu'il fait c'est qu'il balance. Il récupère le corps, il voyage dans un fer à repasser spatial. Et quand il arrive le moyen de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il fait ? Il lance un grappin, il se prend un coup au pif, il s'éclate et il tombe dans le ventre de Sarlacc. C'est bon, quoi. C'est un personnage de merde, honnêtement. Oui, mais il a un costume qui est cool. C'est que dans l'univers étendu, le Sarlacc le recrache. Non mais c'est ça. Non mais après t'as tout l'univers étendu, toutes les conneries où les mecs à un moment donné ils vont t'inventer une side story pour tel perso machin et tout. Il y a plein de gens, il y a des mecs qui disent genre qui regardaient les nouveaux épisodes, ils disent mais ils ont pas pris ça de l'univers étendu, ils ont pas pris tu sais le fils de Luke et tout ça. Et j'ai envie de leur dire, l'univers étendu, n'oubliez pas les mecs. L'univers étendu c'est un monde dans lequel il y a l'explication des barrettes blanches sur le pantalon de Han Solo. Oui, non mais voilà, c'est genre il y a vraiment une histoire qui raconte l'origine des bandes blanches. Je vous invite à Wikipédier l'univers étendu. Il y a forcément Wikipédia qui va vous parler des bandes corelliennes comme les corvettes corelliennes. Il y a les bandes corelliennes qui indiquent d'où ça vient, et c'est tout ce genre de choses qu'on n'a pas envie de savoir, genre. On s'en fout. C'est pour ça que c'est peut-être le seul truc intéressant qu'a fait Disney, c'est de faire tabula rasa et dire il y en a too much. Luke, on en a pas besoin. Luke, tu sais, c'est le clone de Luke. Fait par les Dark Sith du futur, là, et qui disent on a récupéré, tu sais, la main coupée de Luke, et ils l'ont cloné. En fait, ils ont juste du Terminator, en fait. Ils l'ont cloné à partir de là. Non, mais après, tu peux plus inventer grand chose. Après, c'est la non, mais voilà, non, mais effectivement, enfin, voilà. Oh là là, on s'est annexé tous les fans de l'univers étendu. Je suis désolé, mais c'est des super bons fans. Il y a des super bonnes histoires. Il y a des bons fanfics en plus. L'univers étendu, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des super romans, il y a des super jeux vidéo. Enfin, moi, il y a des jeux Star Wars que je trouve absolument géniaux, qui à un moment donné avaient la velléité d'être canon, mais au bout d'un moment. Si quand tu fais tes films, tu dois tenir compte des 1 milliard de romans qui sont sortis, de la série limitée de mugs sortie chez Walmart en avril 87, tu t'en sors plus, ça n'a plus aucun sens. Et des romans et des bouquins. Pour moi, le canon, c'est ce qui se passe dans les films, c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Après, ça tout peut être discuté. Et voilà. Et puis après, honnêtement, rien n'empêche de faire ses propres histoires. Enfin, je veux dire, tu prends Night of the Republic, le jeu de BioWare, le RPG. J'en ai rien à foutre de savoir si c'est canon ou pas. Moi, c'est une histoire dans l'univers Star Wars. J'aime l'univers Star Wars. C'est une histoire que je trouve cool, avec des personnages cool dans cet univers-là. Ça me suffit. J'ai pas besoin de savoir qu'à un moment donné, le type il perd un poil de nez et que ça tombe et qu'on le récupère pour le cloner. Enfin, rien à foutre, quoi. Ça empêche pas. Et cette espèce d'obsession de monstre en fait qui était devenu l'univers étendu, et les espèces de fans complètement hystériques qui allaient avec. Évidemment que c'était une bonne chose de couper les ponts. Enfin, c'est au bout d'un moment,
c'était devenu complètement du délire. Et quoi. puis, ça veut pas dire que ça n'existait pas, ça veut dire que ça existait ailleurs. Oui, surtout, les mecs, surtout qu'en plus, c'est juste. Dis-Louis vite, le monde Marvel, c'est ça depuis les années Non, mais 60. c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, les mecs, ils ont dit, mais faites vos trucs de votre côté, on s'en fout. Nous, on fait notre propre timeline, notre propre truc, nos propres histoires. Et même, j'ai envie de dire, on va aller même plus loin. Rien ne vous empêche à un moment donné de dire, moi, ce qui se passe dans l'épisode 7, 8, 9, voilà, je ne considère pas ça comme canon et je prends ma série de bouquins. Enfin, qu'est-ce qui t'empêche ? Enfin, je veux dire, à quel Dans moment. le monde Marvel, tout le monde fait ça. Hein. Quand Voilà. c'est trop nul, les gens ils font ça n'a pas existé et ça marche très bien. Voilà, comme ça. et à quel moment ça t'empêche de profiter finalement de la ligne temporelle que tu préfères par rapport à une autre ? Voilà, c'est juste au bout d'un moment, faut arrêter d'être un peu. Figure-toi que dans notre ligne temporelle, le retour du Jedi a quand même été réalisé, on n'a pas dit son nom, par Richard Marquand. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça qui est incroyable. Un film qui a failli être réalisé par Lynch, par plein de gens, et finalement c'est Richard Marquand. Donc tout le monde oublie son nom, alors que Empire Strikes Back, au moins il y avait un nom qui est resté dans la gloire. Richard Marquand, pas un grand réalisateur en plus, quoi. Non, c'est aussi pour ça. Enfin, tu parlais justement de comment ça s'appelle, des gens qui étaient passés avant éventuellement sur le projet. C'est qu'au bout d'un moment, faut pas oublier que derrière il y avait George Lucas et que même s'il a eu le génie de créer l'univers Star Wars, George Lucas était un contrôle freak. Et c'est aussi ce qui a permis de Star Wars de se faire, hein, parce que l'idée qu'il y avait derrière Star Wars, rappelons-le, c'était je vais me faire un maximum de pognon, comme ça je vais rester indépendant des studios et je pourrai faire les films que j'ai envie de faire. Bon, je vais faire mes petits films indés. Voilà. Ça a vachement bien marché. Ça a vachement bien marché. Il s'est trouvé que George Lucas, à partir du moment où il a commencé à engranger des millions, il a trouvé ça plus intéressant que de se faire chier à faire des films expérimentaux. Mais l'idée, c'est ça. Et c'est que du coup, George Lucas s'est battu littéralement pour l'Empire contre-attaque, par exemple, pour que le film lui appartienne et n'appartienne pas à la Fox. Enfin, voilà, c'était vraiment son bébé, etc. Et du coup, quand t'arrivais sur le tournage avec ce type-là derrière, et qu'effectivement, il veut inclure ces ours débiles, etc., si le mec il fait trop chier, il va chercher quelqu'un d'autre. Surtout que à l'époque déjà, avoir la chance de réaliser un Star Wars, tu vois, mine de rien, pour un réalisateur dont personne ne connaissait le nom, c'était aussi une opportunité à saisir. Bon, l'histoire a fait que plus personne ne se rappelle de Richard Marquand tout court, mais voilà, enfin c'était normal qu'au bout d'un moment, il tombe sur un type qui était un peu effacé, on va dire. C'est vrai. Alors la question c'est où est-ce qu'on va le mettre du coup ? Je pense qu'on peut dire que déjà notre plafond commun c'est Empire Strikes Back. Oui, on peut pas mettre sur l'Empire contre-attaque. On peut pas, genre le jour où un mec défendra ça, je lui dis courage mec, bravo. Non mais il en faut parfois des gens qui sont dans des combats comme ça, il en faut. Si mais vous ce ne sera pas nous. Si vous êtes un gars qui préfère retourner au Jedi, d'abord on vous dit bravo et on vous dit on vous suit pas mais on vous respecte. C'est ça, voilà, au bout d'un moment c'est un choix et moi je pense que c'est important d'assumer ces choix même compliqués dans la vie. Et alors je vais te dire mon plancher et là je n'irai pas au-dessous et après il faut décider de l'endroit entre Empire Strikes Back et Strikes Back pardon. Et la soupe aux choux. Je peux pas envisager que le retour du Jedi avec la soupe aux choux. Où est-ce qu'on a la soupe aux choux La soupe aux choux est 73e, juste au-dessus de l'Empire du Soleil et du petit dinosaure. Comment est-ce que la soupe aux choux s'est retoussée au-dessus de l'ours ? Je ne sais pas. Je sais pas, alors que l'ours, je trouve ça tellement fabuleux. Mais je sais pas. C'est bien la preuve que la gravure dans le marbre est une science qui nous échappe. Daniel. Oui, on n'y revient pas. Voilà, c'est un peu la force du cinéma, tu vois. Elle est partout, elle lie les objets cinématographiques entre eux, et nous ne sommes que des rouages là-dedans. Et finalement, elle s'exprime à travers nous, mais nous ne maîtrisons rien. À film à suite, est-ce que tu préfères Back to the Future 2 Ah oui, non mais genre 1 milliard de fois. Vraiment 1 milliard de fois. Moi, la question se poserait. Je trouve que la baston du début... Pour moi, je le vois pas au-dessus de Les Portes du Paradis, c'est pas possible. Bon, alors, sous Les Portes du Paradis... Et, voilà, et au-dessus de Chez Pantin. Au-dessus de Chez Pantin, ok. Au-dessus de Chez Pantin. Coluche s'imaginait pas être aussi haut. Ouais, je pense que Coluche ne s'imaginait pas à ce point tutoyer la guerre des étoiles. Et je tiens à dire aussi pour la mémoire, quand même, pour l'honneur... Le Retour du Jedi, c'est le meilleur film d'Aiden Christensen. Alors la version ressortie, hein, attention. Bah oui, mais de fait, c'est son meilleur film. Putain, le pauvre David Prose, quand même. Le type, il joue Dark Vador, c'est pas sa voix. Quand on enlève le masque, c'est pas son visage. Et quand il revient à la fin, c'est pas lui. C'est Sébastien Shaw. C'est Sébastien Shaw. Et après, on vire Sébastien Shaw pour remettre Aiden Christensen parce que, les gars...
Putain, il a aucun respect, quoi. Ah non, vraiment. Ah, ouais. Lucas a le respect, non. D'ailleurs, Carrie Fisher lui a bien signifié, quoi. Voilà. Bon, c'est un film qui aurait gagné à avoir plus de Lando Calrissian, mais on en a déjà pas mal. Ouais, puis même Lando Calrissian, enfin, tu sais, l'intérêt de Lando Calrissian, c'est que c'est un roublard et tout. Là, en fait, c'est juste un canard qui pilote le Faucon Millennium. Enfin, je veux dire, il récupère son vaisseau pour mener le dernier combat. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, honnêtement, c'est un personnage qui sert plus à rien là dans le Retour de Jedi, quoi. Bon, il y aura encore beaucoup de trucs à dire, mais on a décidé de pas trop non plus parce que c'est un épisode court. Hein. On est dans un épisode court. On fait qu'une demi-heure. Un mec sur Retour du Jedi. Ça va aller vite. Alors, on remercie Mathieu pour sa liste. Merci Mathieu. Et c'était quoi le JC, voilà. Et Merci JC. Mathieu et JC. Alors, écoute, tu vas choisir. Est-ce qu'on prend un film avec un truc un peu bourrin ou un truc français? Ouais, forcément, moi je vais te dire un truc un peu bourrin. Ok, c'est une liste 80 qui s'appelle Tout ça pour finir dans Expendables. Alors je sens que je vais aimer cette liste, tu vois. C'est une liste qui nous est envoyée par Thomas Gicarp. Eh ben merci Thomas pour cette excellente thématique de... Très bon pseudo. Hein. Oui, c'est vrai, en plus Thomas Gicarp, c'est vrai. Si c'est son vrai nom, je m'excuse. Et le oui, premier mec, film... tu reçois un mail, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous vous moquez de mon nom de famille. Ah bah quand même, là c'est pas possible. Moi je m'appelle bien Boulet, hein, tu sais, après, Ouais. la nature est parfois capricieuse. Oui, voilà, non mais... Et le premier film de cette liste est un... Attends, je vérifie qu'il est bien sorti dans les années 80, parce que c'est sur la limite... Ouais, c'est bon. Attention, le gravage dans le marbre ne tolère aucune approximation, sauf pour Roadhouse. C'est un film qui a eu deux... Alors, c'est un film très comparable à Roadhouse, qui a eu deux réalisateurs et qui met en scène un champion d'arts martiaux belge, c'est Kickboxer. Bah oui, forcément, Kickboxer, c'est... Et donc, un mec qui a fini dans Expendables. Un mec qui a fini dans le rôle de Jean Villain, dans Expendables 2. Et je n'invente rien, c'est pour ceux qui n'ont pas vu Expendables 2, voilà, il joue Jean Villain, qui est donc le vilain du film. Voilà, bravo à ceux qui ont trouvé cette énigme. Donc voilà, Jean-Claude Van Damme. Kickboxer, c'est alors attends, parce que je les confonds un peu. C'est celui où c'est où il joue où il affronte Tang Po, c'est ça? Il va en Thaïlande et il finit avec Tang Po. Ouais, il finit avec Tang Po. Donc Tang Po, ma scène préférée de tout ce film, c'est Tang Po dans les vestiaires qui s'entraîne sur un pilier en béton. Et en plus, un gros pilier, quoi. C'est pas genre une tige. Non, c'est un gros pilier en béton. Il donne des coups de dents. Et la salle, elle vibre. et je crois que c'est ma scène préférée de tout le film. Et peut-être même dans mon top 10 du Jean-Claude Van Damme verse. Enfin, vraiment. Et Tang Po, vraiment une vraie gueule de méchant. Hein, faut dire. Ah bah, Tang Po, c'est. Enfin, le type, oui. Tu le vois. Tu sais qu'il va te broyer les os si tu respires devant lui. Voilà, littéralement, tu ne te poses pas les questions. Malheureusement, c'est un cascadeur. Je crois qu'il est franco-marocain ou alors belge. Je sais pas exactement, mais il a fait quelques films avec Van Damme, je crois, et il a pas fait grand chose après, j'ai l'impression. Bah, et ça vaudrait peut-être le coup de voir si dans No Small Parts, s'il n'y a pas un épisode sur Tang Po, sur Tang Po, ouais, peut-être. Not enough love for Tang Po de notre part. Hein. Exactement. Nous, on est fans de Tang Po. Donc alors, revenons-en. Alors, petit voyage initiatique pour Jean-Claude Van Damme. Voilà, exactement. Qui joue Sloane. Oui, qui joue Eric Sloane, c'est ça, hein, voilà. son prénom. Ouais, ça, je me voilà, rappelle. et il va pour venger son frère. Il me semble c'est ça, hein, son frère qui se fait tuer lors d'un combat de kickboxing contre Tang Po, parce que comme on l'a dit, le mec il a la bonne idée de combattre un type qui démonte des piliers en béton à coups de latte, donc forcément ça se passe assez mal pour lui. C'est un film extraordinairement bourrin. Oui, extraordinairement con, enfin non mais c'est ça, et c'est ça la magie, et c'est que ça fait partie de ces films où les mecs ils se posaient zéro question. Il y a vraiment aucune forme de recul par rapport à ce qu'ils sont en train de tourner, par rapport à ce qu'ils ont écrit, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et de subtilité aussi. Ah non, mais c'est vraiment, limite, les mecs ils se disaient, on va faire notre 7ème saut à nous, tu vois, c'est le 7ème saut de la savate. Je pense c'est du Muay Thai.
Oui, oh, pardon, excuse-moi. Enfin, quand je disais savate, c'était au sens coup de pied, évidemment, pas au sens de la discipline. Ouais, j'ai bien compris. Voilà. Mais voilà, je pense qu'ils étaient vraiment dans cette optique-là. C'est qu'à un moment donné, surtout en plus Van Damme, qui arrivait assez tard, entre guillemets, dans le game du film d'action, et qui avait un ego complètement surdimensionné. Enfin, c'est d'ailleurs ce qu'il a brisé à un moment donné, quoi. Il voulait vraiment devenir une vraie star de cinéma, et pour lui, c'était son film. Et d'ailleurs, à tel point qu'il a chorégraphié tous les combats lui tout seul. Exactement. Et l'ironie de tout ça, c'est que, en fait, Van Damme, on s'est aperçu plus tard que c'était un vrai acteur. C'est ça le pire. C'est pas que c'est un vrai acteur, c'est quand il avait plus le physique, il s'est dit je vais quand même essayer de jouer à la comédie. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'il avait des capacités de comédien. Enfin, c'est ça aussi tout le paradoxe de Van Damme qui est de Van Damme derrière, quoi. C'est sûr qu'à l'époque, on pouvait pas s'en douter. Hein, je crois pas qu'on l'ait classé, mais tu le places où tu préfères Bloodsport ou celui-là? Ah, moi j'ai une tendresse. J'ai vu plus celui-là quand même. Ouais, moi j'ai une tendresse pour. Kickboxer, c'était. Oui, comme dit, c'était vraiment le Van Damme initiatique. Puis t'as tout ce côté shonen. Enfin, c'était Karate Kid dégénéré en fait. C'était exactement ça. D'ailleurs, les gens l'ont dit à l'époque, c'est un Karate Kid, mais en Thaïlande, mais sans moyens, quoi. C'est un Karate Kid en Thaïlande sans moyens, avec des gros boins, parce que les mecs, ils se finissent au verre pilé. Oui, voilà, donc on est quand même assez loin de la philosophie de Karate Kid. Rappelons-le quand même, la finalité de Karate Kid, c'est le dépassement de soi et l'acceptation qu'à un moment donné, on vaut mieux que ce qu'on attend de nous. Et surtout, ça, c'est le message de Karate Kid. C'est que je suis incomplet sans toi, et à nous deux, j'entends le professeur et l'élève. Nous allons nous soigner l'un l'autre et guérir de notre mal. Il faut pas oublier que le maître de Karate Kid arrête d'être alcoolique. C'est son problème, c'est qu'il est alcoolique au début et du coup, ils ont besoin l'un de l'autre. Alors par contre, la scène le training montage est vraiment super. C'est lequel? C'est celui où C'est celui où d'abord il donne des coups dans l'eau. Oui, voilà. Et ensuite il se fait écarteler. Et il a l'air. C'est dans Kickboxer qu'il y a la scène de danse ou pas? Voilà, c'est ça. Oui, il y a cette scène extraordinaire où, en fait, c'est un entraînement qu'on lui fait passer son maître, et il se retrouve dans un bar avec son petit débardeur. Enfin, genre son espèce. En plus, Jean-Claude Van Damme, comment il fait des grands écarts en dansant. Et voilà tout ça. Jean-Claude Van Damme, comme il est gaulé, ça c'est particulier parce qu'il est tout petit en fait, mais il est super massif. Et du coup, avec son pantalon à pince qui remonte jusqu'au téton, il ressemble à un personnage de dessin animé. Et en plus là, pour une baston de bar, c'est genre assez violent, quoi. Oui, des tables, enfin. Et ça démarre, et puis il y a son truc de dance où il fait le déhanché, il est à fond dedans et tout. Enfin, c'est une scène qui est aussi assez extraordinaire. Non, est-ce qu'on peut tu dire me poses la que question, je crois que définitivement Kickboxer est devant moi. Ouais, et Jean-Claude Van Damme savait assez mal jouer le fait d'être bourré. Oui, je trouve que Jackie Chan est meilleur en tant que bourré que lui. Oui, évidemment, ouais. Non, c'est évident. Mais ça confère quelque chose de mythique à cette séquence-là aussi, quoi. Vas-y. Où est-ce qu'on met Kickboxer? Eh ben moi, je le mettrais bien pour séparer Rambo 3 et Rocky 4, tu vois. Par là. Il est haut quand même. Hein. Ah bah c'est Kickboxer quand même. C'est de la résine avec du verre pilé. Alors, je vais te à dire la fin pour résoudre le combat. Non, et surtout une noix de coco lancée à 10 mètres de hauteur. Exactement, c'est vrai aussi. Et tu sais quoi, à chaque fois j'ai mal à mes abdos quand je le vois. Je fais parce que non, mais attends, je te dise, quand je faisais du kung-fu, j'avais le professeur principal, et puis il y avait l'aide qui nous entraînait aussi quand le professeur pouvait pas. Et lui, il passait derrière moi et il me donnait des coups de pied dans le bide pour que je serre les abdos. Et la première fois, il m'a filé un coup de bide, mais genre un coup de pied, mais genre genre vraiment un coup de pied. J'en ai rarement reçu des aussi violents. Et depuis, j'ai fait un tromba là-dessus. Je peux le comprendre. Quoique voilà. Non, je regarde, il y a Over the Top, tout ça. Ouais, est-ce que tu préfères Kickboxer ou Over the Top? Je trouve que Over the Top est un peu plus bête. Over the Top a un niveau de bêtise qui est quand même supérieur, je trouve. Enfin, surtout, il y a un niveau de naïveté vraiment dans Over the Top qui est assez magique. Non, finalement, moi, je me raviserais, je le mettrais... Je le mettrais sous Black Rain, même sous Retour vers le futur 2. Alors écoute, j'allais te proposer exactement ça, entre Black Rain et Back to the Future 2. Allez, je te le laisse au-dessus de Retour vers le futur 2. Ouais, mais bon. À chaque fois qu'on fait ça, il y a Retour vers le futur 2 qui descend, et c'est tant mieux. Bon, ça c'était le premier film de sa liste, de la liste de Thomas. Le deuxième, c'est un autre gars qui était dans Expendables, c'est L'Arme Fatale. L'Arme Fatale que j'ai revu il y a littéralement 2 jours.
Non, c'est vrai. Ouais, je te jure, je l'ai revu. Putain, mais vous voyez, c'est ça qui est bien avec ce podcast, c'est qu'on est connecté. Mais tu vois, ma fille elle me fait qu'est-ce qu'on peut regarder comme film ce soir? Je lui fais écoute, c'est Noël, on va regarder un film de Noël. Et donc j'ai pris L'Arme Fatale. Parce qu'elle avait déjà vu Piège de Cristal, c'est pour ça. Sinon, évidemment, c'était Piège de Cristal. Et pourquoi c'est un film de Noël? Parce que c'est un film écrit par Shane Black. Shane Black. Et oui, notre ami Shane Black, on vous l'a déjà répété, si vous n'aimez pas Shane Black, vous n'aimez pas le cinéma. Et voilà. Vous ne nous aimez pas Et aussi. vous ne nous aimez pas non plus. Et Voilà. on vous aime pas. Voilà. C'est une boucle infinie du gravage dans le marbre, c'est la première loi du gravage dans le Non, marbre. on plaisante, mais quand même, Shane Black, c'est quand même une idée du cinéma cool comme on Oui. aime, quoi. Voilà, c'est un type, c'est un scénariste qui avait vraiment une empreinte unique et qui a su en plus la garder une fois qu'il est passé à la mise en scène. Donc, c'est vraiment un univers particulier et qui a été imité à un nombre incalculable de fois. Enfin, je veux dire, la recette Shane Black, etc. Et ça n'a jamais aussi bien fonctionné que quand c'était lui qui était aux manettes. Enfin, voilà. D'un moment, c'est vraiment un type qui avait un univers particulier et qui a forgé notre amour du cinéma. Enfin, je veux dire, L'Arme Fatale, Martin Riggs, Roger Murtaugh, qui se retrouvent partenaires suite au suicide-meurtre d'une prostituée qui cache un trafic de drogue. Enfin, voilà, ça c'est le point de départ. Ça a quand même donné un impact énorme. Ce film a eu un impact énorme. Pas seulement sur le cinéma, mais aussi sur la pop culture en général. Oui, voilà, c'est... sur les dessins animés. Je veux dire, Hideo Kojima a fait tout un jeu basé sur L'Arme Fatale, oui, voilà, exactement. qui s'appelle Police Notes. Et il y a même un grand noir et un mec chevelu comme lui, qui a suicidaire comme lui. C'est un film qui a eu un impact extraordinaire sur tout ce qu'on aime en fait. Voilà, exactement. C'est une histoire de deux. Enfin, c'est un buddy movies. Enfin, c'est vraiment le buddy movies. Archétypal au bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est même pas archétypal, c'est le buddy movie séminal. Enfin vraiment, c'est à bout d'un moment quand tu prends les éléments de ce que devrait être un bon buddy movies, tu les recoupes tous, tu tombes sur un fatal. Ils ne s'aiment pas, ils apprennent à se tolérer et finalement en fait ils se respectent. Voilà, ils ne s'aiment pas, ils sont complètement posés. Enfin, ça va jusque dans le physique, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est noir, un qui est blanc, un qui est père de famille, l'autre qui est célibataire, un qui vit une vie pépère, l'autre qui est suicidaire. Enfin, vraiment, t'as vraiment tout le truc. Puis au fil des événements, ils vont apprendre à s'apprécier. Et ce qu'il y a de vraiment vraiment cool dans leur relation, c'est que au-delà et que justement on n'arrive pas à retrouver la série, puisqu'il y a une série entre-temps qui a été refaite, c'est que au-delà du simple fait qu'ils s'entendent bien, c'est que tu te rends compte que c'est aussi l'histoire de Roger Murtaugh qui comprend la douleur de Martin Riggs et qui l'aide à passer le cap. Et ça se fait presque sans les mots, entre guillemets. Enfin, tu vois, t'as vraiment un côté, cette espèce d'acceptation, genre entre potes, à un moment donné, au moment où ils deviennent potes, tu sens que le mec, il est là et que c'est grâce à lui qu'il va pouvoir, qu'il remonte la pente, quoi. Il y a un truc important, à mon avis, c'est que c'est un film qui a développé aussi le personnage de Mel Gibson. On l'a souvent dit, je pense que t'es sur la même longueur d'onde que moi, on est fan de Mel Gibson. En moins Mel Gibson acteur, je précise. Voilà. Même Mel Gibson réalisateur, même si bien sûr. Voilà, même si j'aime pas tous ses films, mais effectivement. Mel Gibson artiste, Mel Gibson artiste, c'est quand même un personnage vraiment captivant, quoi. Très important, ne serait-ce que pour son animalité. Il y a quelque chose de vraiment animal chez lui. Et d'ailleurs, quand tu le vois dans Expendables, c'est lui le meilleur. C'est-à-dire, faut le voir comme une espèce de cabot au milieu de tout ça. Il est beaucoup plus intéressant que tous les autres réunis. Il y a un truc, ça a développé, à mon avis, ça a cristallisé le personnage de Mel Gibson au cinéma, même plus encore que Mad Max, puisque Mad Max, en fait, il était au service d'un univers, il était au service d'une comment il s'appelle, d'une idéologie presque, tu vois, le post-apocalyptique. Dans L'Arme Fatale, il devient vraiment Mel Gibson, c'est-à-dire un mec suicidaire, un mec fou, et vraiment, et il l'a dans la peau. C'est-à-dire que la scène où, à un moment donné, juste après qu'il embarque le suspect avec lui dans le vide, où il s'explique avec Roger, la scène où tu vois les tics qui montent dans le visage de Mel Gibson et le regard de Danny Glover en face qui comprend qu'en fait ce type-là ne plaisante genre zéro et toutes ces phases où en fait il est monté tellement haut Mel Gibson qu'il n'arrive plus à se calmer. Enfin, il y a vraiment physiquement le type il dégage un truc extraordinaire, quoi.
Il a un truc vraiment, vraiment magnétique et il va le développer tout le long des armes fatales. Mais on peut le dire tout net, si on fait un arme fatale battle, le 1 est le meilleur. Ouais, pas trop de suspense, voilà, enfin Ouais. c'est... Et oui, je te parlais de cristalliser aussi un truc. Il a cristallisé un truc autour de son culte de la violence. Et ça devient systématique. Et je suis persuadé que ça se trouve, c'était même pas dans le script originel et il l'a rajouté lui-même. Il y a une séance de torture. Oui, mais ça, si tu regardes bien les films de Shane Black, il y a souvent une séance de torture. Hein. Il y a souvent une séance ou torture ou alors de mutilation. Ou alors de mutilation. C'est un truc Ouais. qu'il aime bien aussi. Mais ça aussi, c'est aussi pour moi le génie de Shane Black, c'est que et je pense que c'est pour ça aussi que moi j'ai hérité de cette fameuse fascination pour la violence dont j'ai déjà parlé plein de fois dans ce podcast. C'est que c'est un type qui effectivement il est fasciné par une violence qui ne triche pas, c'est-à-dire une violence qui fait mal. Et il arrive à lier ça à une espèce d'univers cool sans que ça interfère. Enfin, t'as vraiment un truc. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand t'as des films volants et puis à un moment donné, ils font une pause pour une blague, ça fonctionne pas. T'as l'impression d'avoir deux films qui ont été montés ensemble. Lui, il y a vraiment une cohésion, il y a une continuité là-dedans. Et tu sens que voilà, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'écrire des univers qui sont profondément violents. Parce que là, c'est des histoires de drogue, c'est des histoires de pornographie forcée. Même si t'as aucune scène pornographique, mais si tu lis bien entre les lignes, Elles sont suggérées. elles sont suggérées. Et Plus c'est suggéré même. c'est voilà, tu le découvres. Enfin, c'est au cœur du scénario. Enfin, vraiment, tu sens que c'est un univers violent, mais dans lequel, à un moment donné, il y a des personnages avec lesquels tu as envie de t'identifier parce qu'ils sont cool et ils ont leurs défauts, ils se balancent des vannes. Enfin, je veux dire, les concours de vannes qu'on se fait à chaque enregistrement, toi, moi, Benjamin, il y a un héritage arme fatale là-dedans. Enfin, pour moi, c'est évident. Ça veut dire que tu veux dire qu'en vrai, on se respecte et on s'aime, mais on se donne une espèce de petit air rugueux. C'est C'est ça. ça que tu veux dire? Ne le dis pas trop fort, hein, parce qu'on a une réputation à défendre, tout ça. Il y a des gens qui nous écoutent, ils risquent. Voilà. C'est la plus belle chose que tu m'aies jamais dit. Bisous, je t'aime. Mais moi aussi, Daniel. Ah là, c'est l'épisode de Noël. Voilà. On tombe les masques. Alors, il faut le dire, on enregistre juste avant Noël. Et peut-être qu'avec un peu de chance, vous l'aurez pour le jour de Noël, C'est peut-être ça. pour le jour d'après. Nous ne savons pas encore. Mais bon, voilà. Enfin bref, l'arme fatale, c'est un Mel Gibson, c'est une génie d'écriture, et puis c'est Richard Donner à la mise en scène qui fait Qui est un au film, top de son game. qui fait un film, voilà, un polar hard-boiled, donc un polar burné. Comme le terme consacré le veut. Voilà, là aussi, c'est carré, il n'y a rien qui dépasse, c'est sec. Et à la rigueur, moi, quand je l'ai revu, ça a toujours été un peu mon problème avec ce film-là, mais à chaque fois que je le revois, c'est qu'en fait, finalement, la toute dernière scène, c'est-à-dire la baston de Riggs contre le personnage de Monsieur Joshua. J'adore Monsieur Joshua, rien que ça. Je trouve ça génial. Dans la boue avec la flotte. La scène de fin, elle est absurde. La scène de fin est complètement absurde, et surtout tu vois que on n'est pas à l'époque où t'as des Keanu Reeves qui s'entraînent 10 000 heures pour maîtriser le kung-fu. Tu vois que les mecs ils savent pas se battre et que la caméra essaie de masquer ça en fait. Et en fait c'est pour moi le seul défaut, enfin le seul vrai défaut de ce film-là, c'est cette scène-là qui est absurde parce qu'en plus elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est genre vraiment, il fallait faire un troisième acte de troisième acte. Voilà, Quoi. c'est exactement. Et qui n'apporte au final pas grand-chose, si ce n'est le super plan iconique des deux amis l'un contre l'autre, torse nu en train de tenir chacun un flingue, en train de tuer Monsieur Joshua, qui est quand même, enfin, c'est le money shot absolu du buddy movies. Mais en dehors d'apporter ce plan-là, qui aurait sans doute pu être apporté autrement, voilà, la séquence fonctionne pas en fait. En termes de mise en scène, en termes de tout, elle est vraiment trop, alors que tout le reste, enfin, le découpage de l'action, le rythme, le placement de caméra, enfin, je trouve que c'est un vrai travail d'orfèvre qui fait sur l'action. Ouais. C'est vraiment, enfin voilà. Il y a juste cette scène-là qui jure et qui, à chaque fois que je le revois, me fait dire c'est con. Voilà, c'est dommage. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? Où est-ce qu'on va mettre Lethal Weapon? Moi j'aime autant dire que c'est un film que j'aime beaucoup. Je viens de penser à un truc, c'est que je me souviens que j'avais lu le test de Lethal Weapon qui est sorti sur, je sais plus, sur Atari à l'époque, et c'était Tilt, je crois. Il l'avait payé Little Weapon. Les mecs ils se faisaient pas chier. Genre, ça doit être Little. Allez, hop. Allez, qu'est-ce qu'on a comme gros film iconique des années 80? Il n'y en a pas beaucoup, hein, honnêtement. Non, mais genre à flic, est-ce que tu le mets au-dessus de Polystory? Moi, clairement, je le mets au-dessus de Polystory, je le mets au-dessus de Predator. Au-dessus de Predator? Ouais, c'est vraiment... Il y a un truc, ces personnages-là, enfin... Alors, je je te propose Vas-y.
au-dessous de The Fly, au-dessus des Incorruptibles. Parfait. Ça te va? C'est parfait. Tu redis rien, c'est bon? Non, c'est parfait. Et je le mets l'arme fatale. Et là, je te demande. D'ailleurs, Daniel, il y a un truc qui m'avait fait marrer quand j'ai vu l'arme fatale avec ma fille. Au-delà du fait qu'elle rigolait aux mêmes blagues que moi. Bon, en même temps, je pense qu'elle a été éduquée avec un certain humour, la pauvre. Elle est mal barrée dans la vie. Non, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu sais, t'as la scène de torture. Oui. Et, je vois très bien laquelle. Voilà, la scène de torture. Et on le regardait donc avec aussi mon beau-frère. Et puis à un moment donné, les mecs ils viennent avec du sel. Et mon beau-frère il fait mais qu'est-ce qu'ils font là? Puis ma fille qui répond genre bah ils prennent du sel. Il fait comment ça du sel? Bah si tu le mets sur les plaies, le sel ça fait beaucoup plus mal. Genre je suis là. Comment est-ce qu'elle sait ça? Quoi? Donc je me pose des questions sur ces activités extrascolaires, tu vois. Troisième film. Alors, troisième film de cette liste. Et tu vas jamais deviner le film. Bah écoute, attends, dans le casting d'Expandables, il y a... C'est pas Commando des fois? Non, je t'aurais pas fait Commando là, comme ça si on veut aller vite. Commando, on va faire une émission spéciale Commando. C'est ça, je pense que le jour où tu sors Commando, faut prévoir un épisode de 3 heures. Alors ça peut être un Stallone du coup. Alors non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est un film... Dolph Lundgren? Non, c'est un film avec Eric Roberts. Avec Eric Roberts, qu'est-ce qu'il a fait dans ces années-là? Ah oui, parce qu'il fait le méchant du premier Expandable, c'est vrai. Alors je vais t'aider. Il a fait Runaway Train. Ah mais oui, oh putain, ah oui. On change de catégorie là du coup. Ah ouais, c'est pas la même chose. Oui, hein. c'est pas Runaway Train d'ailleurs, un film où il y a Danny Trejo dedans aussi. C'est vrai? Ouais. J'ai aucun souvenir de Danny Trejo. Si tu veux, le début de Runaway mais genre, Train... il a un tout petit rôle de merde. Dans Runaway Train, le début du film, ça se passe dans une prison en Alaska. Et évidemment, il faut des tollards. Et quand t'as besoin de tollards, qui tu prends? Bah, tu prends Danny Trejo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Attends, ça veut dire que Danny Trejo en 85 avait déjà la gueule de tolard qu'il a déjà aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. Et bah de toute façon, déjà pour un Américain, il a une gueule de Mexicain, donc forcément il a une gueule de tolard par défaut. Hein, donc, pour les Américains, on précise. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit pour les Américains. Donc de base, c'était le casting idéal. Et il joue, si je me souviens bien, il joue un personnage qui fait un match de boxe justement contre Eric Roberts au début du film. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps, j'ai revu il y a un an. Mais en fait, comment tu fais pour revoir les films dont je vais parler? Si tu m'as un jour, tu m'avais dit, j'ai revu Runaway Train, déjà, ça m'aurait estomaqué. Mais le fait que je l'ai choisi et qu'en plus, putain, c'est incroyable comme hasard. Figure-toi, c'est un film qui m'avait énormément marqué quand j'étais môme, Runaway Train, parce que donc pour le pitch, en fait, c'est dans une prison, c'est en Alaska, je crois que c'est ça. Ouais. Vraiment une espèce de prison de haute sécurité. Il y a deux prisonniers qui s'échappent, donc Eric Roberts et John Voight, ouais. Et qui au cours de la cavale trouvent comme issue d'embarquer à bord d'un train. Un train de marchandises, hein, des espèces de... En Alaska, t'as pas beaucoup de choix. Oui, t'as pas beaucoup de choix. Puis en plus, ouais, les trains de voyageurs en Alaska, bon, je pense que t'as pas non plus des lignes TGV extrêmement fréquentes. Rappelons-le, les États-Unis n'est pas un grand pays de train en fait. Oui, étrangement, alors que leur histoire et leur mythologie s'est construite sur le train. Et c'est ça le grand paradoxe de ce pays-là. Mais donc, ils prennent, en fait, ils montent à bord d'un train de marchandises, un espèce de gigantesque train de marchandises. Hein. Enfin, c'est comme leurs camions de marchandises, c'est pareil, c'est des trucs qui sont complètement absurdes, qui font plusieurs kilomètres de long. Et il se trouve que le conducteur a un accident. Et donc t'as ce côté le train fou plus la traque des flics concentré dans un espace clos en fait. Dans un espace clos et cette espèce de froid. Enfin, genre, moi je me souviens quand j'étais môme, je crois que c'était le film qui m'avait laissé la sensation de froid la plus impressionnante. C'est-à-dire que déjà t'as cette fameuse scène où t'as une main qui est gelée et puis tu vois toutes les engelures et tout, et puis surtout tu vois la couche épaisse genre le train il fait le double d'épaisseur de ce qu'il devrait faire naturellement parce que t'as tellement de froid, de glace, de vent. Enfin vraiment c'est un film qui physiquement tu peux avoir le chauffage à fond, tu te les gèles quoi. Oui, c'est un film très très viscéral et un peu frénétique, j'ai envie de dire presque là-dessus. La photo, je me souviens de la photo qui est, enfin de toute manière, tu sais quand tu filmes ces genres d'endroits, bah tu peux pas te gourer vraiment beaucoup quoi. Ouais, oui, la photo est hyper agressive, agressive au bon sens du terme, c'est-à-dire que t'es aveuglé par tout ce blanc, tu
tu ressens le vent. Enfin, vraiment, moi, j'avais. C'était une expérience vraiment, physique, quoi, de voir ce film. Et alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand même, ce film basé sur un script de Kurosawa, en fait. Oui, un script de Kurosawa et réalisé, on l'a pas dit, par Konchalovsky. Voilà, que les gens connaissent pour Tango et Cash aussi, mais qui se trouve être en fait un cinéaste russe qui n'était pas forcément destiné à devenir à faire valoir Hollywood, mais je sais pas quel est son film. Je crois qu'en Russie, son film le plus connu, c'est l'adaptation de Oncle Vania, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. De Tchekhov. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais donc du coup, Runaway Train, et c'est un film que je l'ai revu et je continue d'aimer énormément ce film en fait. Il y a vraiment, en plus c'est assez étrange parce qu'il y a, c'est un film de bonhomme effectivement parce que c'est très viril, c'est très macho, voilà, c'est les années 80, c'est de la testostérone, mais t'as une façon de concentrer l'action qui a rien à voir avec ce que tu voyais dans les autres films d'action de cette époque-là. C'est-à-dire cet espace clos avec deux mecs. En fait qui doivent survivre face au froid, face à eux-mêmes. Enfin vraiment il y a un truc, c'est extrêmement dur en fait. Et c'est ça aussi peut-être là, ce qui fait la force du film, c'est que voilà, tu prends un Cobra, tu prends des films comme ça, c'est hyper violent, il y a du sang partout, mais c'est pas vraiment des films durs. Là vraiment t'as un côté très très dur quoi, vraiment dans la souffrance des personnages. Est-ce qu'on le classe direct ou est-ce qu'on... Bon, je sais pas si t'as des choses à rajouter. Voilà, non, je crois que t'as tout. Moi, tu sais, j'ai un truc j'adore les films de train en fait. Oui, déjà. Genre, il y a un truc dans l'horizontalité du propos qui me plaît en fait. Oui, puis le côté prise enfin, je veux dire, en plus, tu peux pas être plus au piège que ça, que dans un espace de 3 mètres de large qui file à 180 km/h, quoi. Enfin, je veux dire. Des belles locomotives et tout. Je veux dire, s'il y a un film de train à voir, c'est comme celui-là, quoi. Oui, voilà. Non, mais vraiment, ne regardez pas le truc là de Ridley Scott. Non, de Tony Scott. Le 1, 2, 3 Non, alors oui, il y avait celui-là, mais c'est pas un train, c'est une rame de métro. Ouais, c'est vrai. Non, l'autre, Unstoppable. Ah non. Voilà, ne regardez pas Unstoppable, c'est avec Chris Pine et tout. Tu sais quoi, je regarderais juste par culture mais c'est pas le meilleur truc de Tony Scott. C'est pas le meilleur truc de Tony Scott, voilà. Et effectivement, en termes de film de train, Runaway Train, c'est un film que j'avais adoré. Et puis en plus, j'avais été marqué par le plan de fin, en fait. Oui, c'est vrai. Le plan de fin, il est complètement fou parce que ça se termine sur du Shakespeare en plus. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, et même à l'époque où moi j'avais vu, tu comprenais que tu sortais du cadre pur de ce que te montrait le film. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur un truc hyper symbolique, de la séparation. De la séparation, puis du laisser aller. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est vivre libre ou mourir en fait, littéralement. La fin du film, c'est littéralement ça, vivre libre ou mourir. Et d'un côté, elle est très Hitchcockienne et je pense que c'est à ce moment-là tu sens vraiment le Kurosawa. Hein, oui, voilà, et c'est voilà, c'est étrangement éthéré, enfin parce que t'as cette espèce d'enfer blanc tout autour. Enfin, il y a vraiment, et j'avais été scotché par cette fin, quoi. Vraiment, ça m'avait marqué, quoi. Je me demande ce qu'aurait donné ce film si c'était Kurosawa qui l'avait réalisé, dans la mesure où des gens qui s'évadent de prison au Japon, ça existe que dans les jeux Yakuza en fait. Oui, c'est ça. Genre, déjà, faut les mettre en prison. Hein, déjà, ils ont été traumatisés avant. Parce que ça, faut le savoir, le système carcéral japonais, c'est spécial. Mais je me demande ce que ça aurait été si. Et il faut le dire, c'est quand même un film de la canon. Et donc, ça, c'est plutôt un des films. J'ai envie de dire audacieux, c'est presque un film d'auteur pour la canon. Mais il y a vraiment cette espèce de rapport très étrange justement entre le cahier des charges de testostérone et les aspirations esthétiques, ne serait-ce qu'esthétiques et même thématiques de son réalisateur en fait. Et c'est genre filmé 20 fois mieux que au hasard, un over the top. Enfin, voilà, en matière de proposition de cinéma, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce film-là, quoi. Il y a quelque chose. Et voilà. Je suis en train de penser à un truc parce que j'ai vu l'affiche là. C'est un film à belle affiche. Je pense qu'on a un épisode de film à belle affiche. Genre si tu faisais les affiches de cet épisode là, j'adore l'affiche de Retour du Jedi. Tu sais, c'est oui. Par le japonais là, c'est Kazuhiko Sano.
Celle-là, elle est genre, c'est un patchwork. Je suis en train de la regarder là. C'est un patchwork assez invraisemblable. C'est l'épisode des belles affiches, je pense. C'est l'épisode des belles affiches, effectivement. Mais oui, et c'est peut-être, dans tous les films canon, c'est sûrement l'un des meilleurs, enfin l'un des plus qualitatifs, au-delà du second degré auquel tu peux apprécier un film. Tu te souviens de la fille? Alors, je me souviens du personnage de la fille, mais par contre, je me souviens plus qui l'a joué, ça. Et dans celui-là, c'est Rebecca De Mornay. Ah oui, c'est vrai, c'est Rebecca De Mornay, exact. Oui. Genre, c'est vraiment un physique typique des films des années 80, quoi. Oui, et puis, enfin, c'est marrant, elle avait un petit côté Marlène Jobert, un peu, dans ce film-là. Ouais. Tout en mitouflé, avec juste ses joues qui dépassent et ses cheveux courts. Enfin, je me rappelle bien, ouais. Où est-ce qu'on va mettre Runaway Train? Où est-ce qu'on va mettre Runaway Train? Alors... Pouf. Moi, je le mettrais... Moi, je le mettrais juste au-dessus de Roadhouse. Ah, sous les syndicats du crime? Ouais. Du crime, pardon. Ta langue à râper. Attends, sous les syndicats du crime? Ouais, sous le syndicat du crime. Ouais, ça me paraît bien. Écoute, je pense qu'il y a un truc. Tu me vends un plan viscéral là, quand même. Oui. Bah, en même temps, moi, voilà. Tu sais que c'est mon truc. Voilà, tu me taquines avec tes listes là, mais forcément. En plus, il y a un truc syndicat du crime. Celui-là, il y a un truc. Je vois où tu veux en venir. Voilà, il y a une certaine filiation. Bah écoute, c'est pas mal de se terminer sur un film qui parle de train. Parce que, évidemment, j'ai bientôt à prendre le train pour rejoindre la Savoie. Et est-ce que tu nous ferais pas une reco, peut-être? Eh ben écoute, ça va te faire plaisir, Daniel, parce que, comme tu l'as dit... C'est une reco qui va durer 30 minutes. C'est une reco qui va durer 2 heures. Non, c'est au contraire une reco qui va être très courte, parce qu'en fait, ça va être la reco running gag, parce qu'on l'a déjà recommandé, je pense, au minimum 2 fois, ou 3 fois. Ça veut dire que c'est moi qui l'ai recommandé, quoi. Voilà, mais du coup, je bisubis, mais c'est Better Call Saul. Ah, c'est vrai? Tout simplement. Donc le spin-off préquel de Breaking Bad centré sur le personnage de Saul Goodman, qui a un ton qui est vraiment à part, et qui, voilà, je pense que tu as déjà tout dit, mais en termes d'écriture, il y a des trucs absolument... Et encore, j'en suis qu'au début, moi, mais il y a des trucs que je trouve vraiment super bien écrits. Et moi j'ai été charmé, enfin les 2 premiers étaient très très cool, mais surtout l'épisode 6 de la saison 1 qui est centré sur Mike Ehrmantraut. J'ai trouvé que c'était un petit bijou de film noir, quoi. C'était vraiment Ah non, mais tu veux dire l'épisode spécial origine des... Voilà, exactement. C'est incroyable. Il est vraiment, enfin, et en plus on est vraiment il est bouleversant, quoi. C'est un épisode qui est vraiment super fort, et qui, en termes de propositions de cinéma, parce que on est quand même en 2017, le moment où les propositions de cinéma sont parfois beaucoup plus dans les séries que sur le grand écran. J'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Ah, et puis quelle profondeur, quoi, ce drame humain, ce drame entre frères qui s'entre-déchirent. Et encore, là, t'as fini la première saison. Voilà, c'est ça, j'en suis juste au début. Parce que la deuxième saison est encore plus ouf. Donc, la deuxième saison commence par un truc qui va te bouleverser, quoi. Enfin, c'est incroyable. Tu vas voir, le meilleur est encore à venir, quoi. Bah écoute, je n'en doute pas. Donc voilà, Better Call Saul. Et qu'est-ce que c'est bien réalisé, en plus. Là, c'est le moment un peu délicat, puisqu'il s'agit de recommander quelque chose avant l'épisode de fin d'année, puisqu'on a encore un épisode de fin d'année qu'on va peut-être enregistrer de samedi, hein, qui sait. Voilà, exactement. Oui, pour le bien de tout le monde, on va avoir bien la tête dans le cul. Et alors, j'ai envie de recommander un film un peu fou. Voilà, et c'est un film dont je parle dans mon article sur Slate du meilleur, du pire des comédies. Tu vas recommander Si j'étais un homme, c'est ça, Daniel? Non, c'est pire encore. C'est un film qui s'appelle Garde alternée. Ah, Didier Bourdon. Qui vient de sortir mercredi dernier. Et alors, juste pour te l'expliquer, c'est un film qui est matraqué par la critique, et je me demande pourquoi. C'est l'histoire de Didier Bourdon, qui est marié à une nana qui s'appelle Sandrine Valérie, qui est jouée par Valérie Bonneton. Il a 2 gamins, sauf qu'il a une maîtresse, une amante, qui s'appelle Isabelle Carré, enfin, qui est jouée par Isabelle Carré.
Et du coup, un jour, elle comprend qu'il la trompe. Elle comprend le petit Et manège. là, ouais, et du coup, elle se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe, voilà, tu me quittes et tout, tu vas la voir. Et au bout d'un moment, il décide de retourner à sa légitime. Mais là, sa légitime décide, non, on va se partager Didier Bourdon une semaine sur 2. Déjà, qui a envie de faire ça? Première question. Didier Bourdon a un charme incroyable. Et Ça fait là, penser à ce film que j'avais vu où Danny Boone c'était un sexe symbole. Et genre, il était marié à Sophie Marceau et toutes les meufs du casting essayaient de le pécho. C'était quoi ce film déjà? ah mais oui, De l'autre oui, côté ouais. du lit. De l'autre côté du lit, ouais. C'est ça. Très très bon. Le pitch de départ, c'est Danny Boone est un sexe symbole. J'ai fait quoi? Bah là, Didier Bourdon, tout le monde veut se le partager. Et alors, il est assez touchant parce qu'en plus, il approche de la soixantaine. Mais là, il est vraiment présenté en beau gosse, amoureux et tout ça. C'est vraiment touchant. Tout est là pour détester ce film. Et voilà pourquoi j'avais besoin d'un peu de temps pour développer ça. C'est que tout est là pour le détester. Je le résume un peu dans mon pitch. Il est classé au milieu du classement. Alors que tout indiquait que ça allait être une des daubes de l'année. Et pourtant, je sais toujours pas si c'est du génie ou si c'est de l'absurdité. Si c'est de la folie pure ou si c'est de l'arnaque. C'est un film d'Alexandra Leclerc. Alexandra Leclerc, dont on peut dire que je suis pas amoureux de son cinéma puisque elle nous avait fait Le Grand Partage, si tu te souviens. Le Grand Le Grand Partage, c'est les gens. Hein, une loi est promulguée pour que Ah oui, tous oui, les oui, les gens oui. soient hébergés. On est obligé de partager son appartement. Voilà, c'est le film qui te dit attention, la menace rouge est toujours parmi nous. C'est Les un peu communistes ça. vont nous tuer. Voilà ce que c'est Oui. quand t'as voté à gauche. Voilà, Voilà, c'est exactement ce que dit Didier Bourdon qui jouait déjà dedans. Voilà, oui, non, je Ah vois bah ce que vous avez voté à gauche. Ah bah voilà. C'est les films de la Hollande-exploitation. c'est. La Hollande-exploitation, c'est ça. Et là, Garde alternée part en sucette direct. Genre, les 30 premières minutes, c'est un gros drame, quand même. C'est, papa, il va partir, il revient, gna gna gna, les enfants sont tristes et tout. Ça commence comme un drame horrible. Genre, et puis en fait, au bout d'un moment, il décide de quitter son amante. Et du coup, c'est les larmes, c'est vraiment un truc méga triste. Et là, au bout d'un moment, Valérie Bonneton, elle devient la méchante. Elle part en vrille. Elle devient... Honnêtement, j'ai jamais vu un aussi bon méchant de cinéma français depuis très longtemps. Je crois qu'il faut remonter, tu vois... À Jean Reno dans Godzilla. Non, je pensais plutôt, tu vois, au mec qui n'a qu'un œil dans le Jean-Paul Belmondo, tu vois. Faut retourner dans Henri Verneuil. Dans le film de Verneuil, oui. Voilà, Peur sur la ville. Voilà, faut retourner à Peur sur la ville pour voir quelqu'un d'aussi horrible. Elle organise une teuf surprise anniversaire à son mari, sauf qu'elle invite l'ex, enfin elle invite l'amante, sauf qu'elle lui dit c'est une pyjama party, donc elle arrive en pyjama et elle l'humilie. C'est que des moments horribles. c'est horrible. Et alors là, l'autre, du coup, l'ex, enfin l'amante, elle se dit, elle va voir les dessous de la meuf et elle s'habille et elle se met à danser en dessous devant tout le monde. Et il faut voir la tête réjouie de Didier Bourdon quand il la voit arriver en sous-vêtements. Il est là genre, ah, c'est super! Genre en train de pointer des doigts, genre, yeah! Genre comme dans un clip de rap, genre biatch. C'est, ce qui se passe, c'est incroyable. Je pense que c'est ce que je dis dans mon article. Il y aura un avant et un après Garde alternée. Je pense que, honnêtement, pourtant, j'en regarde depuis 7 ans, quoi. Ça fait 7 ans que je regarde des films, des comédies, toutes les comédies qui sortent. Celui-là, il s'est passé quelque chose. Et tu sais quoi, quand j'étais sorti de la salle, j'étais allé le voir avec mon ami Max et on s'est pris par les bras et je lui dis je sais pas quoi dire, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que j'ai vu, c'est ça. Il y a un peu de ce que j'ai vu, je sais pas comment possède l'information et tout. La pire représentation des homosexuels que j'ai jamais vue depuis très 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 longtemps, puisqu'ils sont joués par en incluant Épouse-moi mon pote, parce que j'ai entendu parler beaucoup de bien. Ah, tu sais quoi, c'est pire que Épouse-moi mon pote à ce niveau-là, en tant que représentation des homosexuels, parce que c'est Laurent Stocker de la comédie française et Michel Vuillermoz de la comédie française. Je comprends pas, il y a pas d'homosexuels dans la comédie française pour que vous disiez tiens, on va peut-être jouer des gens normalement. Non, tu sais, c'est Laurent Stocker, il joue le gars du genre, il prend la photo de son pote, il la fout à côté de lui sur le lit, genre en disant oh, pourquoi tu es pas là, tu vois, genre comme ça. Il le joue de manière ridicule. Tu sais, genre, joue là comme dans La Cage aux Folles. Oui, mais c'est ça, voilà. Ils sont encore bloqués dans les années 60, quoi. C'est ce qui se passe à l'écran est insoutenable et c'est génial. C'est fabuleux. Je pense que
Est-ce qu'on me demande si je recommande ce film? Oui. Tu vas faire comme dans la bande-annonce de La Cité de la Peur, une comédie familiale. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Est-ce que tu veux que je te sorte l'argument suprême pour aller voir ce film? Ah bah vas-y, maintenant que t'es lancé, de toute façon. Didier Bourdon, full frontal. Ok, je vais faire des cauchemars maintenant. Et genre... Attends, non mais je pense qu'en fait je vais appeler Benjamin, c'est lui que je vais inviter pour Noël, tu vois. T'as pas le droit de me faire, pas le droit de me mettre des images comme ça dans la tête. Tu sais quoi? Et tu sais quoi, si t'es pas sage, je viens avec des DVD de comédie française. Alors je te rappellerai que ce n'est pas moi qui commande à la maison, donc bon courage. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais tu sais, j'arriverais bien à le vendre, genre aux enfants. Ah, vous voulez voir cette bonne comédie? Ça s'appelle Épouse-moi mon pote. Bon bah voilà, donc alors j'ai vu cette comédie, il fallait que j'en parle ici. Il faut que je l'évacue parce que on sent que t'avais un poids à libérer sur ta poitrine là, ça te pesait. Voilà. Alors écoute, on est des prescripteurs, les gens font des choses qu'on recommande ou pas. Je suis désolé pour vos 10 € d'avance. Et je vais terminer juste par une note positive. Il y a un groupe que j'aimais bien avant qui s'appelait MGMT Management. Et ils ont pas disparu, mais ils ont fait des trucs vraiment inécoutables. Et là, ils ont sorti 2 singles de leur, j'imagine, prochain album. Et c'est vraiment pas mal. Donc vraiment, je suis fou de leur dernier single. Voilà. C'est quoi comme... Parce que je n'ai jamais entendu parler. Tu connais pas MGMT? Non, absolument c'est pas. Vrai? What? Bon, bah d'accord. Management, écoute, c'est un groupe, en plus, c'est pop très, très, quand même, très mainstream. C'est quand même assez connu. Et mais c'est quand même assez connu. Si tu veux, Daniel, je n'écoute pas la radio, je ne regarde pas la télé. Comment veux-tu que ce genre de choses arrive jusqu'à mes oreilles? Ok, d'accord. Écoute, et je peux pas t'offrir le signe à part sur iTunes, mais non, je filerai les liens YouTube. Donc il y a Little Dark Age qui est sorti il y a 2 mois et leur nouveau single qui s'appelle When You Die, qui est vraiment pas mal aussi. Donc ouais, voilà, ils reviennent à quelque chose d'écoutable. Ils ont arrêté les trucs d'expérimental et tout ça. Et voilà, c'est du bon matos. Voilà, j'ai beaucoup aimé les singles d'MGMT. S'il fallait choisir des singles cette année, bah ceux-là, je les ai écoutés en boucle. Voilà. Eh ben écoute, je vais aller m'écouter ça sur Spotify et compagnie du coup. Je vais t'envoyer les liens YouTube puisqu'ils sont dispo sur YouTube. Ah bah parfait. Écoute, je crois qu'on en a fini. Ça a été un peu un mini-zode, mais voilà, c'est pour aussi le bien de ce qu'on prépare, puisque évidemment, j'ai fait croire à tout le monde que j'allais m'amuser, mais en fait, on va bien travailler. C'est ça. On va brainstormer les projets. Exactement, notre projet. On va brainstormer toutes nos idées. On vous remercie de votre fidélité. Ça nous touche beaucoup. Vous savez quoi, c'est la fin d'année. Donc, faites-nous plaisir. Balancez vos petites étoiles sur iTunes. Ça nous fait augmenter dans le rating et donc du coup, on est mieux mis en avant par iTunes. Ça a été vérifié par la science. On est disponible sur le site supercinébattle.fr. On y publie la masterlist et on est même aussi disponible sur YouTube si ça vous chante. Et s'il vous plaît, parlez de Super Ciné Battle entre vous. Genre à table, vous Noël vous fait chier. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre téléphone sur l'enceinte connectée que vous avez offert à Pépé, hop, vous balancez Super Ciné Battle. Voilà. Et là, il sera content de savoir que Beverly Hills Cop est juste à côté de Karate Kid et de la chèvre. Voilà, il sera content d'apprendre que finalement, le retour du Jedi, c'est moins bien que plein d'autres films en fait. C'est moins bien que Le Professionnel, c'est moins bien que Les Ripoux. Voilà, c'est moins bien que Bad Taste. C'est moins bien que Rocky 4, évidemment. Voilà. Ouais, mais parce que dans Rocky 4, il n'y a pas d'Ewok. Il n'y a pas d'Ewok et if he dies, he dies. Ouais, c'est vrai, il y a aussi ça. Il est comme une barre de fer. I must break you. Alors j'ai envie de dire quand même, le retour du Jedi est quand même assez bien placé, quoi. Je veux dire, il est pas. Mais oui, bien sûr. Il est pas. Tu veux que je te dise? Il est placé à sa juste place. Il est gravé dans le marbre, dans la liste ultime, et c'est la vérité absolue. C'est tout. Ouais, il est quand même au-dessus de la soupe aux choux de Cocoon. Voilà, tu vois, c'est. Il est au-dessus de Dune, c'est qui est un peu le paradoxe, quoi. Ah oui, mais que veux-tu? Alors Stéphane, dis-nous, où peut-on te retrouver? Eh ben écoute, sur Gamecult, où effectivement on en avait parlé la dernière fois, mais il y aura sans doute les bilans de fin d'année qui vont être publiés. Sur Sens Critique, donc où dernièrement j'ai publié un petit papier sur le dernier Star Wars, et puis après sur Twitter, @gkpluginbaby.
Et puis voilà, puis bah, évidemment After Eight, et n'oublions pas Parle à mon Luc, avec une invitation réitérée pour Pascal Grégory, qui est vraiment, mais sincèrement, vraiment le bienvenu. Nous voulons discuter avec Pascal Grégory de Jeanne d'Arc, surtout qu'en plus, entre-temps, on a mis les mains sur une interview qu'il avait donnée en quelque chose comme en 2011 ou en 2012, où il disait que c'était son pire souvenir de voilà, tournage. C'était son pire souvenir de tournage et qu'il ne voulait absolument plus jamais rebosser avec Luc Besson. Et Pascal, si tu nous écoutes, cette histoire nous intéresse. Et quand je vois sa tête, je peux pas croire que ce mec prend pas du plaisir. Non mais je pense qu'en fait c'était peut-être un appel à l'aide quelque part. Quand tu vois la tête de Pascal Grégory dans Jeanne d'Arc, je pense qu'il essayait de communiquer avec des gens genre au secours, sortez-moi de là. Je pense que c'était sa réponse, sa façon de communiquer, parce que voilà, il n'avait pas trouvé autre chose, il ne pouvait pas faire autrement. Tu sais, c'est comme ces gens qui sont pris en otage mais qui ne savent pas vraiment comment communiquer avec le monde extérieur. Bah, c'était sa façon à lui, je pense. Et maintenant, voilà, c'est l'évidence même. Et de mon côté, Camille Robotics sur Twitter, After Eight, Super Ciné Battle, Gaijin Dash, que vous connaissez sans doute, sur Gamecult, Parle à mon Luc, bien évidemment, MDR aussi, puis qui est en pause, mais tous les épisodes sont dispo. Je parle de Garde alternée dans le top de l'année, qui sera disponible, Inch'Allah, en même temps que cet épisode que vous écoutez en ce moment. Et qu'est-ce qui reste encore d'autre ? Oui, comme toi, j'ai mon top de l'année qui est de jeux vidéo. C'est une petite bafouille de quelques lignes sur Gamecult. J'ai un article normalement qui arrive pour Earth Defense Force 5. J'espère que tu apprécies puisque c'est vraiment de la bonne cam. Ah bah oui, j'imagine bien. C'est celui avec le crossover du kaiju de l'ultime, c'est celui-là ? C'est celui avec les kaiju et les fourmis géantes et les araignées et littéralement c'est comme un stand de tir en fait. C'est tout ce qui est bonnard. Honnêtement, c'est le truc le plus plaisant dans la vie, à part exploser du papier à bulles. Genre. Mais voilà, là tu l'as vendu comme il faut. Voilà. Et ouais, donc j'ai cet article-là, et je crois que c'est à peu près tout. N'oubliez pas que j'ai encore un bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle La Légende Dragon Quest. Il est disponible sur le site officiel de l'éditeur qui s'appelle Third Edition, ou alors dans toute bonne librairie, franchement, on peut le trouver. Là, j'ai vu à la Fnac, je l'ai vu chez Album, voilà, donc il est dispo. Vous pouvez, en sachant qu'il y a un petit jeu concours dans les librairies de France et de Navarre, c'est de récupérer les exemplaires que Daniel dédicace de façon complètement sauvage dans les librairies. Là, il y en a eu un, j'en ai fait un chez Album, et alors là, c'est ça qui est vraiment subtil, c'est que le mec il m'a vu le faire, il fait je vais le remballer comme ça, on saura pas dans lequel c'est. Ah, c'est bien, il joue le jeu. Ah ouais, ça c'est pas mal. Bon, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. On vous souhaite de très bonnes fêtes, joyeux Noël comme on dit si vous êtes en train de déballer vos cadeaux. Exactement, bah oui, très bonne fête à tout le monde, très bonne fête de fin d'année. Buvez mais modérément, ou en tout cas ne prenez pas le volant quand même, faut pas déconner. Mais en tout cas, écoutez Super Ciné Battle, c'est le plus important. Mangez du fromage et écoutez Super Ciné Battle. Du fromage fondu, Daniel. Putain, mais attends, tu sais quoi, je sens l'odeur d'ici. Je suis en train de m'habiller pour y aller maintenant, alors qu'il est 1h du matin. Mais oui, mais attends, le fromage fondu, c'est quelque chose de très sérieux. C'est peut-être même plus sérieux encore que le gravage dans le marbre. Je pense que c'est le truc le plus sérieux au monde. Ça et Captain Phasma. Oui, c'est ça. On vous embrasse très fort et on vous dit bonne fête. Ciao à tous. Effectivement, c'est de l'eau.
Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est catastrophique. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est catastrophique. Catastrophique. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Je vous demande de vous arrêter. Non, non, non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, tout va bien. Non, non, non. Ouais. Tout bien. Non, non, non. Tout, non, non, non. Bien. Bien sûr. Tout va bien. Stupéfiant. Vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, ça suffit. C'est catastrophique. Bon, enfin. Bon. C'est embarrassant du tout. Bon. Embarrassant du tout. Bon, enfin. Tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Vous le savez très bien. C'est embarrassant. Vous le savez très bien. C'est catastrophique. Vous le savez très bien. Très bien. Très bien. Vous le savez très bien. Pas du tout. Un cas d'école, quoi. Mais oui, mais quel rapport? Vous le savez très bien. Très bien. Mais j'en sais rien. Très bien. Très bien. En fait, on ne sait rien. On ne sait rien. J'en crois savoir. Mais j'en sais rien. Mais c'est bien ça le drame. Maintenant, ça suffit. Évitons la vulgarité. Comment ça y est, les Roms? On leur donne ça, ils prennent ça. Vous le savez très bien. C'est catastrophique. Tout. Je revu. Ça suffit. Taisez-vous. Bon, enfin. Ça suffit. Prennent ça. Taisez-vous. Taisez-vous. Mais en même temps, c'est pas évident non plus. Hein. Taisez-vous. Écoutez-moi bien, jeune homme. Taisez-vous. Jamais. Vous m'entendez? Jamais. Jamais. Vous m'entendez? Encore. Je fonce. Arrêtez de dire pic. Arrêtez, pic. Évitons la vulgarité. Des choux, mon vieux, des petits choux. Est-ce que je dérange, chérie? Vigilance. Mais oui, mais quel rapport? Vous le savez très bien. Pic. Arrêtez, pic. C'est pas si dramatique. Allons-y. Allez. C'est catastrophique. C'est embarrassant. Mais c'est bien ça le drame. Surtout, ne perdons pas de vue l'essentiel. Le combat. Vous le savez très bien. On peut pas être plus ouvert que ça. Vous touchez Monsieur Pimpin, le lapin. Qu'est-ce qu'il y a? Pimpin. Bien sûr. Le lapin. C'est catastrophique. Ça fait plaisir. C'est peut-être pas le bon endroit. Mais c'est bien ça le drame. Pimpin. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous le savez très bien. Bien. Je suis un intellectuel. Bon, enfin. Je ne me bats pas. C'est catastrophique. Ou alors avec un stylo. C'est catastrophique. Je me suis amusé. Hein.